Salut mes petits loups! Dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec toi 10 conseils d'écriture qui craignent, y compris des miens. Ce n'est pas une vidéo disclaimer, c'est pas une vidéo où je vais te dire suis ça et pas ça, non. En fait, c'est une vidéo qui tout simplement va te permettre de voir les limites de certains conseils parce que, évidemment, tout conseil a son contre-exemple. Il arrive très souvent que je monte une vidéo et une fois qu'elle est terminée, que je remette en question ce que je viens de dire puisque je trouve des circonstances atténuantes ou tout simplement des cas où ce conseil ne s'appliquera jamais. J'ai bugué là. Bref, il y aura toujours une antithèse au conseil que tu pourras recevoir sur Internet. C'est pour ça que très souvent, je te dis d'aller ouvrir ton esprit avec tous les auteurs qu'il peut y avoir sur YouTube. Va essayer de comprendre la façon dont fonctionnent les autres. Ne prends pas un seul auteur comme modèle à suivre, mais plutôt plusieurs auteurs pour pouvoir ouvrir ton esprit et trouver ton propre style finalement. Ne bois pas ton eau à une seule source. Et avant de te donner le conseil numéro 1, évidemment, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à partir télécharger le kit que tu trouveras en description, qui te permettra d'écrire, de créer des personnages incroyables. Et ensuite, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne. Conseil numéro 1, lire, apprends à écrire. J'ai vraiment beaucoup de mal à croire que je suis sur le point de te dire que ce conseil n'est pas forcément bon à suivre. Parce que ce conseil est vraiment génial. Parce que c'est carrément le conseil qui a fait de moi l'analyste que je suis aujourd'hui. Si j'arrive à voir les défauts d'un roman, les choses à améliorer, c'est concrètement parce que j'ai analysé mes œuvres préférées. À l'époque, j'écrivais déjà, mais j'écrivais vraiment de la merde. Et j'ai repris mes livres préférés pour voir concrètement dans la forme, comment ils faisaient, dans le fond. J'essayais de comprendre les techniques qu'ils utilisaient. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à apprendre à écrire en suivant mes mentors, en suivant ceux qui avaient déjà réussi ce que je prospectais de faire. Et jusqu'à aujourd'hui, lorsque j'aime quelque chose dans un livre ou dans une série, eh bien je vais me creuser les méninges pendant plusieurs jours pour savoir comment est-ce que l'auteur a fait. Ce conseil est un mauvais conseil si on le prend au pied de la lettre. Si on se contente de copier bêtement sans analyser ce qu'on a sous les yeux. On va par exemple copier une idée sans chercher à se l'approprier. Chercher volontairement à répéter le style d'un auteur sans chercher à acquérir de la méthodologie et de la technique. Ou tout du moins, en bref, si votre démarche est de copier sans chercher à trouver votre propre style. Et en vous disant ça, franchement, je vous le dis limite à contre-cœur. Parce que, pour moi, même en copiant pour copier, eh bien, on est capable d'apprendre à écrire. Si tant est qu'on s'entraîne réellement à écrire. Là où j'émets du coup un deuxième bémol, c'est que lire permet peut-être d'apprendre à écrire, mais il n'y a qu'écrire qui apprend réellement à écrire. Le conseil numéro 2, écris chaque jour. Alors je salue bien bas l'auteur qui me dira qu'il écrit tous les jours. Parce qu'il faut énormément de volonté pour ça. Perso, je n'arrive pas à écrire tous les jours. Par contre, je réfléchis chaque jour à mes personnages. Chaque jour, j'améliore mon intrigue. Chaque jour, j'enrichis mon histoire. Je prends énormément de notes ou tout simplement de regarder dans le vide pendant 2 heures. Ça aussi, je pense que ça compte. Il n'empêche que j'ai des périodes d'écriture très assidues, comme par exemple lorsque je participe au NaNoWriMo ou que j'ai une deadline. Tout ça pour vous dire de ne pas culpabiliser à outrance si vous n'arrivez pas à écrire tous les jours, que c'est normal. Conseil numéro 3, écris des nouvelles avant d'écrire un roman. Je vous avoue que ce conseil est très difficile à critiquer pour moi parce que le fait d'avoir écrit des nouvelles a largement enrichi mes pratiques dans l'écriture de romans. Et pourtant, je suis la première à dire qu'écrire une nouvelle et écrire un roman, c'est absolument pas la même chose. Le but d'une nouvelle, concrètement, c'est d'impacter le lecteur. Le but du roman, c'est l'immersion. Il va s'immerger, mettre les chaussures d'un personnage et marcher avec lui à travers une histoire beaucoup plus longue. Le truc, c'est qu'en écrivant mon premier roman, participer à des concours de nouvelles m'a appris la concision, m'a appris la précision, m'a appris la description. Tout ça, j'ai pu le reporter dans l'écriture de mon roman. Le truc, c'est que comme je pratiquais l'écriture de romans et de nouvelles en même temps, les deux se sont enrichis. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous avez une idée de roman,
et que vous commencez par écrire des nouvelles parce qu'on vous a dit qu'il faut commencer par écrire des nouvelles, eh bien vous passerez quoi? 1 an, 5 ans, 10 ans à écrire des nouvelles, et puis au moment où vous vous sentirez prêt et d'attaque pour écrire votre roman, eh bien il sera mauvais. Et c'est normal puisque vous débutez dans l'écriture d'un roman. Donc, si vous avez une idée qui correspond à une idée de roman, eh bien, écrivez-le. Ne perdez pas votre temps à écrire des nouvelles si l'idée ne correspond pas à une nouvelle. Vous apprendrez beaucoup plus de choses et beaucoup plus vite en écrivant votre premier roman, même s'il est atroce, qu'en écrivant plusieurs super nouvelles. D'ailleurs, au bout de combien de nouvelles peut-on dire qu'on est prêt à écrire un roman? 4e conseil, ne jamais prendre un conseil au pied de la lettre. Et même d'ailleurs, le but de cette vidéo, essayer de vous donner plusieurs angles de vue sur un même conseil. Donc je ne peux qu'être d'accord. Là où j'ai mis un bémol, et j'avoue, c'est un véritable paradoxe, je le vois surtout lorsque je coach, ce conseil empêche à l'auteur débutant de remettre ses acquis en question, de remettre sa prose, sa plume et ses techniques en question. Du coup, il m'arrive de faire pied et main pour donner des bases aux élèves que j'accompagne et de me prendre en revers ce conseil qui dit de rester sceptique face aux conseils qu'on peut nous donner, que parfois les conseils passeront et correspondront à ce qu'on est, à ce qu'on veut transmettre, et parfois ça ne correspondra pas, ça ne fonctionnera pas pour nous. Lorsqu'on apprend le dessin, on nous apprend la base du dessin et ensuite on nous apprend à sortir du cadre, à aller plus loin que cette base. Ici, c'est exactement la même chose. En tant que coach, j'apprends les bases de techniques d'écriture pour pouvoir apprendre, par exemple, à faire apprécier un personnage. Et il m'est arrivé d'avoir un élève qui, à mon avis, n'avait pas confiance en moi. Et je lui expliquais que son personnage n'était pas apprécié par les lecteurs parce qu'elle le mettait en avant de la mauvaise façon. Donc, le personnage n'est pas en question, c'est une question surtout de technique d'écrivain. Donc, je lui ai apporté les clés et les bases pour pouvoir faire apprécier un personnage qui, d'apparence, était détestable. Et cette personne, plutôt que de se remettre en question et d'essayer à minima les conseils de base que je lui transmettais, pour pouvoir conserver son histoire telle qu'elle était et ne pas se remettre en question ni elle ni ses pratiques, a préféré me dire qu'elle était sceptique vis-à-vis de mes conseils pour lui apprendre les bases de l'écriture et qu'elle préférait garder son histoire telle qu'elle et tant pis si les lecteurs détestaient son personnage. Et je vous avoue que pour le coup, je l'ai super mal pris. Pas parce qu'elle n'a pas le choix de faire ce qu'elle veut, mais parce que j'avais perdu énormément de temps à tenter de lui expliquer qu'en fait, il y avait une différence entre le fait d'être sceptique vis-à-vis des conseils qu'on peut nous donner et l'apprentissage de la base de l'écriture. Peut-être que je devrais juste arrêter de demander aux gens d'être sceptiques et imposer une sorte de dictature de l'écriture. En tout cas, ce que je sais de mon expérience personnelle, c'est que ma plume est devenue diamétralement différente, reconnaissable, unique, puissante, à partir du moment où j'ai regardé mes erreurs en face et que j'ai commencé à accepter la critique. À partir du moment où j'ai arrêté de me trouver des excuses pour conserver les éléments de mon histoire, pour conserver mes personnages tels qu'ils étaient, pour ne pas travailler ma façon de les présenter, à partir du moment où j'ai commencé à faire tout ça, eh bien les lecteurs sont venus me dire que ma plume avait changé, que ma plume était reconnaissable parmi d'autres. Et même lorsque j'essayais de modifier ma plume, de modifier ma patte, je n'y arrivais plus. J'avais enfin trouvé ma plume d'auteur. Conseil numéro 5. Écrire pour soi. Alors autant je suis d'accord, écrire est un acte égoïste. On décide d'écrire non pas parce qu'on sait qu'un lecteur nous attend et n'attend que nous. On décide d'écrire parce que putain ça nous botte de le faire. On crée des personnages qui nous passionnent nous en premier et on écrit des histoires qui nous ressemblent, qui ressemblent à ce qu'on a envie de transmettre au lecteur. Le truc c'est que le revers de ça, c'est que ça nous empêche, en tant qu'auteur, de se remettre en question. On considère que l'écriture est de l'art et que si on se met à essayer de calquer notre roman à un lecteur potentiel, à ce qu'il attend de nous, eh bien non seulement notre livre sera prévisible, mais en plus, eh bien, on n'est plus des artistes. On est des faisans, des artisans. On fait des choses sur commande. Alors, d'un côté, je peux comprendre qu'on puisse ressentir ça, puisque c'est quelque chose que j'ai pu ressentir au départ. Mais finalement, j'ai compris un truc.
Être auteur, c'est être entrepreneur. Concrètement, tant qu'on ne nous connaît pas, tant qu'on ne connaît pas notre plume, eh bien si on fait quelque chose qui s'éloigne un peu trop de la norme, eh bien notre livre ne sera jamais lu. Alors certains diront ouais, je m'en fous que ce soit jamais lu, je suis un artiste, je vais pas me vendre, etc. C'est votre avis. Vraiment, vous avez le droit d'avoir la vie que vous avez. Personnellement, j'ai envie d'être lu. Je passe pas des mois, des jours, des années, des semaines à peaufiner un livre pour qu'au final, il ne soit jamais lu par personne. Donc concrètement, je vais prendre l'exemple du peintre. Le peintre, en tout cas de nos jours, il va d'abord faire des œuvres sur demande. On va lui demander quelque chose et il va le faire. Et puis finalement, il va se faire reconnaître à travers ses œuvres originales ou pas. Dans tous les cas, il va se faire un nom et c'est quelque chose de très fastidieux. Une fois qu'il s'est fait un nom, une fois qu'il n'a plus besoin de faire des œuvres sur commande, à ce moment-là, il va cracher ce qu'il a à cracher sur sa toile et quelqu'un, parce qu'il le connaît de nom, parce qu'il est sensible à son pinceau, viendra, achètera cette œuvre hors de prix. Il aura déjà trouvé les personnes, les acheteurs qui sont sensibles à ce qu'il a à transmettre. Pour moi, un auteur, c'est exactement pareil. Et faire ça, ce n'est même pas me demander qu'est-ce que mon lecteur a envie de lire. Moi, je me demande personnellement, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'il y a déjà sur le marché qui répond, qui correspond à ce que j'ai envie de donner? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui est à la mode? Pour que justement, j'essaie d'aller plus loin, pour que justement, je m'en différencie. Et surtout, quel est mon public cible? Donc, choisir son public cible et se demander fondamentalement, qu'est-ce que mon lecteur a envie de lire? Qu'est-ce que j'ai envie de lui transmettre qui est différent de ce qu'il a l'habitude de lire? Eh bien, ça déjà pour moi, c'est un choix artistique. Conseil numéro 5, l'orthographe, ce n'est pas important. Alors, je dois être l'auteur sur Terre qui fait le plus de fautes d'orthographe. Et je ne vais pas vous le cacher, ce n'est pas une fierté. Pourtant, il y a des erreurs beaucoup trop graves et qui ne passeront jamais auprès des maisons d'édition, comme par exemple le fait de confondre et est, le fait de mélanger le présent et le passé, le fait de dire des choses comme « ils croivent ». Ce type d'erreur ne passera pas auprès d'un éditeur. Vous aurez énormément de mal à vous faire éditer et ce, quelle que soit la qualité de votre intrigue. C'est comme si vous vous présentez à un entretien d'embauche en tongs. Concrètement, les fautes d'orthographe, ça ne fait pas sérieux et on a l'impression du coup que vous ne prenez pas soin de ce que vous remettez, que ça n'a aucune importance pour vous. Et la dernière raison, il faut l'avouer, c'est que corriger votre manuscrit, aussi bon soit-il, va coûter un bras en correction. Et certes, ce n'est peut-être pas de votre faute. Vous avez peut-être une dysorthographe ou tout autre problème qui vous empêche d'écrire sans faire de faute. Dans ce cas-là, si vous prenez votre carrière d'écrivain au sérieux, je vous conseille de vous faire accompagner par un correcteur professionnel qui vous permettra de transmettre des manuscrits qui font professionnel. Le dialogue se doit d'être réaliste. Eh bien, c'est faux. Un dialogue de fiction est tout sauf réaliste. Car si on observe les meilleurs dialogues de fiction, eh bien, on dirait que les personnages ont dormi ensemble et qu'ils n'en ont rien à faire de comment les autres vont. Ce sont des dialogues complètement dépourvus de formules de politesse, d'au revoir, de merci. Ils sont extrêmement rares et extrêmement brefs. Il faut donc faire la distinction entre un dialogue qui sonne naturel et un dialogue réaliste. Un dialogue qui sonne vrai va s'inspirer des tocs de langage, des tics et autres automatismes qu'on a lorsqu'on a une conversation. Ça va donner la sensation que les choses sont en train de se passer tout de suite sous nos yeux. Mais si le dialogue s'inspirait réellement de ce qui se fait dans la réalité, eh bien les dialogues seraient extrêmement pompeux et ennuyeux. Dans le principe, si ce conseil était vrai et pris au pied de la lettre, eh bien Game of Thrones n'existerait pas. Car si je n'écrivais que ce que je connais, j'écrirais des histoires sur une maman entrepreneur qui passe ses journées à écrire et à tourner des vidéos. Du coup, si on prend ce conseil au pied de la lettre, j'ai envie de vous dire, écrivez ce que vous aimez et faites de bonnes recherches. Car pour le coup, avec l'expérience, force est de constater que ce conseil ne s'applique qu'à ce seul fait.
le fait que beaucoup d'auteurs écrivent des choses incroyables sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Il m'est arrivé de lire l'histoire d'une femme qui a été arrêtée pour vol en France et a pris perpète. Il est vrai que l'auteur était très jeune, mais pour le coup, ce n'était pas du tout crédible. Donc pour moi, ce conseil qui dit « écris ce que tu sais », c'est simplement un conseil qui te dit « écris ce que tu as cherché et fais de bonnes recherches ». Les personnages sont des outils, pas de vraies personnes. Je sais que par essence, les personnages ne sont pas de véritables personnes. Je n'arrive pas à les voir comme des outils, de simples vaisseaux qui véhiculent des messages. C'est une image, une façon de les travailler que je n'ai jamais pu adopter. Alors peut-être que c'est très bien de voir ces personnages comme des outils et que ça permet de prendre énormément de recul. Peut-être que ça permet aussi de ne pas pleurer comme une madeleine quand on écrit une scène difficile à leur propos. Peut-être que c'est génial de voir ces personnages comme des objets, comme des outils servant le récit. Sauf que mes personnages sont beaucoup trop réels pour moi, je ne peux pas me dire qu'il s'agit de simples machins et je reste persuadée que ce que je ressens pour mes personnages m'aide à rester proche d'eux, à retranscrire leurs émotions, à être empathique. Et même si j'admets que cette proximité m'empêche de créer des méchants entièrement méchants. Conseil numéro 10, écrire ne s'apprend pas, c'est un don. L'écriture, c'est de l'art, ça ne s'apprend pas, c'est un don. Je ne serai jamais d'accord avec ce conseil. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, je ne serai jamais d'accord avec ce conseil. Si l'écriture, c'est de l'art et que ça ne s'apprend pas parce que c'est un don, on l'a ou on l'a pas. Ok, d'accord, c'est votre point de vue. Sauf que du coup, ça veut dire que le dessin, ça veut dire que la musique, ça veut dire que le chant, tout ça, le piano, la guitare, c'est pas de l'art en fait. C'est quoi? Parce que ça s'apprend. Hein. Ça s'apprend, il y a des écoles d'art qui apprennent ces instruments. La harpe, etc. C'est pas de l'art, tout ça. C'est, je ne sais pas ce que c'est, en fait, parce que c'est pas de l'art. Puisqu'ils ont dû l'apprendre. Ils ont dû apprendre le solfège, ils ont dû apprendre à maîtriser leurs cordes vocales, à s'entraîner, à s'échauffer. Tout ça, ils ont dû l'apprendre. Pourquoi est-ce qu'on apprend des techniques pour dessiner l'art de la perspective, les proportions? Pourquoi est-ce qu'on apprend tout ça dans le dessin et qu'on ne peut pas l'apprendre en écriture? Je trouve que c'est un truc typiquement français parce que concrètement au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et j'en passe, on étudie l'écriture à l'université. L'écriture de romans, j'entends, pas la littérature. Pas la littérature comme on peut la voir à l'université en France. On apprend à écrire des romans à l'université. On se fait diplômer comme romancier ou doctorat en écriture créative et que sais-je encore. Il n'y a qu'en France où on t'explique que le piano, ça s'apprend, la guitare, ça s'apprend, la harpe, le solfège, le dessin, la peinture, toutes ces choses-là, c'est de l'art, mais ça s'apprend. Mais par contre, l'écriture, non. Ça s'apprend pas. C'est trop de l'art. C'est encore plus de l'art que l'art lui-même. Tu peux pas apprendre ça. C'est inné, le truc. Donc en France, en gros, on considère que tous les artistes au monde doivent apprendre la technique, sauf les écrivains. Les écrivains, ils ont un dieu de l'écriture, de la littérature, qui vient et qui frappe quelqu'un dès la naissance, comme ça, au hasard. Toi, tu seras auteur professionnel quand tu seras grand. Les autres, c'est de la merde. Évidemment, je ne suis pas d'accord. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube et c'est la raison pour laquelle j'ouvre mon école d'écriture. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner. Que dire de plus à part à très bientôt pour une autre vidéo.